Bonjour, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, dans le chat? Bonjour, je vais commencer dans une minute. Merci beaucoup pour avoir répondu. Je vais laisser encore 30 secondes aux gens d'arriver et je démarre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je me présente Maxime Dubois. Je vous montre mon visage pour la première minute de ce webinaire, seulement pour vous indiquer que je suis en direct avec vous en ce 13 décembre très froid. Alors, je vais tout simplement fermer ma webcam pour le moment, étant donné que ça ralentit beaucoup la connexion pour plusieurs. Alors, enchanté d'être avec vous ce matin. Alors, aujourd'hui, comme prévu, nous avons un webinaire sur le guide de l'employé. Et celui-ci est d'une durée d'environ 45 minutes et il est présenté par Sage Ressources Humaines. Donc, je me présente, Maxime Dubois. Je suis un expert en gestion des ressources humaines, principalement depuis une douzaine d'années. Je me spécialise dans l'accompagnement des PME, l'élaboration d'outils tels que le guide de l'employé et éventuellement une politique salariale, un guide de rémunération. Ça peut être une politique d'évaluation de la performance. Bref, l'ensemble des outils que vous avez besoin au niveau des RH. Donc, principalement CRHA, donc conseiller en ressources humaines agréé, et puis ça me fera plaisir d'être avec vous pour les prochains 45 minutes. Donc aujourd'hui, bien entendu, les conditions de succès sont les suivantes. Le respect des opinions des autres, la fermeture de votre micro que je contrôle, et soyez pas fâchés si je le contrôle, c'est tout simplement pour m'assurer du bon fonctionnement d'aujourd'hui.
Vous pouvez faire en tout temps des captures d'écran. Je vais tenter de respecter l'ordre du jour du mieux que je peux. Donc, 45 minutes de contenu et je reste disponible pendant 15 minutes ensuite pour répondre à vos questions par écrit. Et si vous avez des cas particuliers plus spécifiques, bien entendu, je pourrais y répondre aussi suite à ce webinaire. Donc, vous pouvez envoyer un email à rh.sagedecision.com. Donc, les éléments se retrouvent à la fin. Si vous avez besoin, le numéro de téléphone se retrouve également sur chacune des slides. Donc, on commence avec, pardon, j'étais à l'envers dans mon truc. L'objectif aujourd'hui de la présentation, c'est les suivants. J'aimerais que vous soyez en mesure d'utiliser des stratégies efficaces de communication pour appliquer la loi à votre organisation. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs éléments de loi qui régissent le, le bon fonctionnement de votre organisation du travail. Et puis, on va en discuter légèrement aujourd'hui. Vous savez également que peut-être que les conditions d'emploi doivent être mises à jour chaque année. Et principalement, cette année, il y a eu des changements importants aux normes du travail. Il y a eu une refonte. D'ailleurs, c'est une de mes premières questions pour briser la glace, là, en réalité. Je vais juste vous poser la question comme suit. C'est, étiez-vous au courant, au final, de, des changements qui ont été établis par les normes du travail? Donc, il y a eu une refonte le 12 juin. Il y a des choses qui étaient en vigueur le 12 juin. Puis, la suite sera au 1er janvier 2019. Donc, une grande majorité des gens, là, presque 90% des gens étaient au courant de ce changement-là. Donc, tant mieux. Puis si c'est pas le cas, ben vous l'êtes maintenant. Puis on va en parler légèrement aujourd'hui, mais je vous ai préparé également le premier webinaire de janvier, le 24 janvier prochain. On va discuter justement de ces changements-là apportés aux normes du travail qui sont déjà en place. Et il n'est jamais trop tard pour s'y adapter, mais on ira en profondeur là, dans les 30 plus grands importants changements que les normes ont établis. Puis aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est aussi de vous permettre de créer l'ébauche d'un guide de l'employé. Puis pourquoi on crée un guide, je vais en parler dans quelques instants, mais ça assure l'équité de traitement dans votre organisation. Puis c'est comme une bible de référence qui permet aux employés de dire ben, allez vers ça, c'est mon outil. Ensuite, si vous avez d'autres questions, venez m'en parler, puis je resterai disponible. Mais ça fait en sorte que quand vous avez 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50 employés, au moins les règles sont établies, elles sont claires pour tout le monde et ça nous permet justement de gérer le tout avec équité. Je vais parler globalement du droit de gérance aujourd'hui. Si vous êtes dans un contexte d'entreprise, puis vous êtes propriétaire, vous êtes un gestionnaire de cette organisation-là, il y a un droit de gérance qui s'applique à vous. Je vais principalement parler des grands chapitres qui devraient être contenus dans un guide de l'employé. Par exemple, l'évaluation du rendement, la politique salariale, les grandes lignes. Vous avez eu un webinaire avec ma collègue Aurélie le mois dernier à ce sujet-là. On va discuter aussi de qu'est-ce qu'on devrait retrouver en matière de congés et absences, pauses et repas, vacances annuelles, salaire, paye, relevé, toutes des choses qui sont prévues à la loi et aussi qui sont de bonnes pratiques à partager. Discuter du préavis de fin d'emploi dans le guide, comment ça se passe une terminaison, comment ça se passe une embauche chez nous. Le tableau de la gradation des sanctions, si vous avez une première offense, deuxième offense, troisième offense, c'est déjà décrit dans le guide. Vous savez aussi, je vous l'indique si vous ne le saviez pas, qu'au 1er janvier prochain, vous devez avoir par écrit une politique de prévention sur le harcèlement psychologique et sexuel. Donc, idéalement, elle se retrouvera dans votre guide de l'employé. Et si ce n'est pas le cas, elle doit être affichée là, sur une page seule, dans le pire des cas, puis, mais elle doit être visible et distribuée auprès de vos travailleurs. Et on va parler de toutes les autres politiques puis autres droits
habituellement font partie justement du guide de l'employé. Donc, c'est quoi? Pourquoi on fait un guide? Ben, c'est que, on veut définir les attentes puis les orientations de l'entreprise. Donc, moi, je dis toujours, établissons les règles du jeu. Un milieu de travail, c'est une culture en soi, c'est une mini-ville. Il y a des gens qui y gravitent, il y a des gens qui arrivent le matin, qui repartent. Donc, au final, ce qu'on veut, c'est justement qu'il y ait des règles du jeu pour pas que ce soit la loi du plus fort ou la loi que tout le monde fait. On veut donner, ça permet aussi de donner l'information à tous les employés, donner la même information avec, avec beaucoup de précision. C'est certain que quand nos éléments ne sont pas écrits, ben, ça peut laisser place à donner des informations contraires à certains employés ou moins de cohérence, moins d'équité. Donc, une fois que le guide est bien écrit et bien validé, ça nous permet justement d'avoir une meilleure gestion quotidienne. Ça évite des conflits. Puis vous allez voir que directement, si on vous reproche que la communication n'est pas efficace dans votre organisation, ça va vous aider grandement. Ça favorise également l'engagement des employés parce qu'ils se disent, par expérience, nous sommes dans une structure qui est bien établie, qui est équitable. Les règles ne sont pas décidées au feeling, puis à qui, en, qui le demande et qui ne le demande pas. Donc, ça permet justement de favoriser l'engagement des employés à cet égard. Donc, comment ça s'appelle dans le jargon RH, là, puis mon webinaire s'appelle le guide de l'employé, mais on voit aussi manuel de l'employé, ça peut être un guide de conduite professionnelle, ça peut être un guide d'éthique, ça peut être un guide de politique des ressources humaines, un guide des procédures. Si vous êtes dans un environnement conventionné, donc la convention collective peut ressembler aussi un peu à un guide de l'employé. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas syndiqué, donc non conventionné, votre guide de l'employé, c'est un peu une convention collective également. Donc, on va le voir aussi, le livre de culture, le Culture Book, là, qui fait partie aussi de la stratégie. Donc, au final, c'est globalement ça c'est globalement pour ça qu'on crée un guide de l'employé. Les premières pages de votre guide, vous en avez sûrement déjà vu, puis là, je vais revenir en arrière, mais à quoi ça ressemble physiquement. Vous voyez ici, là, on a le guide là, proprement dit, il peut être en version papier, vous pouvez en faire un petit livre. Ça varie entre, moi, les plus petits que j'ai vus, c'est peut-être une dizaine de pages. Les plus gros, une cinquantaine de pages. Idéalement, plus il sera concis et intéressant à lire, plus il sera efficace. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne pratique à ce sujet-là. Mais globalement, c'est d'avoir des informations auxquelles les gens vont se référer. Moi, je vous conseille fortement maintenant de le faire en version électronique, en PDF, de l'envoyer par courriel à vos nouveaux employés ou de le mettre dans un répertoire là, partagé. Comme ça, si vous avez des modifications à faire, tout le monde les a en temps réel. Puis, bon, c'est écologique aussi. Puis, les frais d'impression d'un livret, c'est bien beau, mais ça coûte des centaines, voire des milliers de dollars à imprimer. Puis, quand il y a une coquille ou un changement dans la loi, c'est un peu plate de dire, ah ben, notre guide n'est plus valide à cause de ça. Donc, ça, c'est la bonne pratique. Donc, idéalement, les premières pages de votre guide, il va y avoir un mot de bienvenue, il va y avoir un genre d'historique de votre organisation. Nous avons été fondés en 1982 par tel propriétaire. Pourquoi ça a été fondé, la raison d'être, dans le fond, etc. On va retrouver également souvent la mission, la vision, puis les valeurs communes de votre organisation. Ça va se retrouver dans les premières pages. C'est important. Puis ce qui est intéressant, c'est que si vous donnez des formations d'intégration à vos employés, ce guide d'employés-là peut devenir aussi votre document référence, puis même votre plan de cours pratiquement. C'est une pierre deux coups, là. Tant qu'à écrire un mot de bienvenue, l'historique, mission, vision, valeurs communes, c'est des éléments qui sont intéressants à partager avec vos gens. Ensuite, on devrait retrouver un organigramme sommaire là, de qui est qui fait quoi.
On peut retrouver les courriels de référence, les numéros de téléphone de référence aussi des gens qui sont importants à reconnaître dans l'organisation. Il peut y avoir à certains égards certaines descriptions de postes ou faire un résumé d'une ligne ou de 2 lignes de la raison d'être de chacun des postes dans l'organisation, ce qui permet aux gens de comprendre ce que les autres font autour d'eux également. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les premières pages? Ben, on parle souvent de période d'apprentissage. Souvent, ça commence avec ça. Là, après avoir souhaité la bienvenue, on leur dit ben, bienvenue dans notre organisation. Sachez que vous êtes dans une période d'apprentissage ou de probation, puis là, la durée variera dans les organisations, habituellement de 3 mois, et que vous serez assujetti à recevoir une évaluation de rendement ou une évaluation après 3 mois de service pour justement vous donner une première appréciation sur est-ce que ça va bien, est-ce que ça va moins bien, quelles sont vos forces, quelles sont les opportunités de développement, etc. Donc, ça encore, ça peut être écrit dans le contrat de travail, mais idéalement, moi, je vous conseillerais de l'écrire dans le guide de l'employé. Comme ça, si vous décidez de changer des éléments, c'est plus simple. D'ailleurs, ça, c'est mon truc du métier. C'est ce qui est de matière légale, je le mettrais dans le contrat de travail, puis ce qui est assujetti à ne pas changer, je le mettrais dans le contrat de travail, mais tout le reste, j'en ferais des annexes, comme une description de poste, idéalement, je le mettrais en annexe plutôt que dans le contrat. Je mettrais également la politique de vacances dans le guide de l'employé plutôt que de le mettre dans le contrat de travail. Pourquoi? Ben, c'est relativement simple. Un contrat de travail, ça se modifie, mais il faut toujours demander le consentement de l'employé, puis il faut pratiquement avoir sa signature à chaque fois. Puis à chaque fois qu'on ouvre le contrat de travail, je vais le dire ainsi. Tandis qu'un guide de l'employé, la bonne pratique, c'est de le réviser annuellement, puis la bonne pratique, c'est de le réviser quand il y a des changements juridiques, donc ou institutionnels ou peu importe. Donc, ça nous ouvre la porte à faire des changements, pas de façon unilatérale, mais dans le sens qu'on s'adapte rapidement à ce que la société de droit nous demande. Et comme ça, ben, les employés disent, bon, OK, parfait, j'ai mon contrat de travail, mais les autres éléments, c'est dans le guide de l'employé, puis ça risque de changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne intégration, une bonne formation, donc moi, là, c'est ce que je considère comme les 2 premières semaines, puis ce que l'étude démontrait aussi, hein, c'est que si vous avez un guide de l'employé, vous intégrez vos employés de façon efficace avec une formation, du mentorat, du coaching, de l'accompagnement, ben vous avez 60%, presque 60% des chances de conserver cet employé-là plus de 3 ans. Donc, les premières semaines sont vraiment cruciales pour votre employé. C'est là qu'il va déterminer s'il s'engage envers vous ou non pour un bon moment. J'aurais une deuxième question à vous poser, justement, ayant dit tout ça. Est-ce que vous avez un guide de l'employé présentement que vous partagez avec vos employés? Donc, on a c'est 60-40 pratiquement. Donc, est-ce que je peux vous partager les résultats? Je pense que oui. Donc, 61% oui, donc 40% non. Donc, il y a quand même un pourcentage intéressant de personnes qui ont un guide de l'employé, puis de l'autre côté, c'est à faire. Donc, votre droit de gérance. Pourquoi je commence avec ça? C'est que quand c'est pas écrit dans la loi, OK, quand il n'y a pas de norme du travail ou que c'est pas écrit dans le code civil ou il n'y a rien qui régit ça, ben c'est toujours votre droit de gérance qui prime en tout temps. Donc, il faut faire attention. Là, je ne parle pas nécessairement que vous avez le droit de tout faire là, sans vous justifier. Mais c'est pas parce que c'est pas écrit que vous ne pouvez pas inventer une règle sur le champ, par exemple. C'est pas parce que c'est pas écrit dans la loi qu'il n'y a pas des bonnes pratiques pour autant. Vous avez toujours le droit d'être plus généreux. Hein. La loi sur les normes du travail, ça vient établir le minimum. Puis tant mieux si vous offrez davantage.
puis vantez-vous-en dans votre guide de l'employé. Ce guide-là va peut-être être partagé avec d'autres personnes, puis vos employés vont en être des ambassadeurs. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le droit d'établir sensiblement les règles que vous voulez, en autant que vous respectiez les normes minimales qui sont prévues. Mais il est illégal, c'est contre l'ordre public. La loi sur les normes du travail est d'ordre public. Donc, c'est nul de nullité absolue d'écrire quelque chose qui est à l'encontre de la loi. Donc, je vous donne un exemple avec le salaire minimum qui est de 12 $. Si vous dites à votre employé, moi, je vais te payer 11 $ de l'heure, puis il accepte, puis il est très bien avec ça pour X, Y, Z raison, ben c'est tout simplement illégal. C'est contre l'ordre public. Il y a une loi minimale qui dit que c'est pas ça la règle minimale. Donc, il faut faire attention dans votre guide de l'employé. Des fois, j'en ai révisé des centaines. Des fois, il y a des choses qui sont écrites à l'encontre de la loi ou qui ne sont pas tout à fait exacts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette clause-là, elle est nulle. Donc, il faut juste être prudent. Donc, on est là également pour vous supporter là-dedans. Un, pour réviser vos guides de l'employé ou tout simplement en rédiger un de A à Z. On commence avec quoi dans le guide de l'employé? On peut dire effectivement, ben, si on suit l'ordre logique, tu es en probation, tu vas recevoir une première évaluation de la performance. On pourrait indiquer dans les premières pages justement que le calendrier d'évaluation, donc vous serez rencontrés une fois par année, ça pourrait être 2 fois par année. Il n'y a pas nécessairement de bonnes pratiques là-dessus, mais l'important, c'est de le partager avec les gens. Les gens vont aussi vous demander c'est quand que j'ai le droit à des ajustements salariaux, à quel moment ça se produit dans l'année. Donc, imaginez, là, vous pouvez poser cette question-là autant de fois qu'il y a d'employés. Donc, écrivez-le dans votre guide, ça va vous éviter bien des soucis. Et ça va vous servir aussi d'outil intéressant si on vous demande hey, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux avoir une augmentation salariale? Ben, vous pouvez maintenant les référer au guide. Elle va lire le guide, tu vas voir qu'il y a des moments prévus dans l'année pour ça. Donc, vous allez comme déjà d'emblée contrôler un peu ce volume de demandes-là qui est difficile à gérer. Et puis, justement, vous avez une règle qui est établie, ça règle le problème. Donc, vous pourriez mettre, par exemple, des éléments de rendement, dire, ben, nous, on cote nos employés de 1 à 10 ou de 1 à 5, on fait de l'appréciation continue ou peu importe la stratégie que vous avez. Fait au final, ça devrait être dans vos premières pages. Idéalement, dès le début, puis pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Vous pourriez avoir une politique salariale aussi globale. Donc ça, il y a 2 écoles de pensée. Il y en a qui disent je vais la rendre publique dans mon guide de l'employé ou dans une annexe, ou je vais tout simplement la, 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 la partager à qui de droit, là. On est toujours sur la page du sondage, désolé. OK. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre page, l'évaluation de la performance. Donc, ce que je disais ici, là, désolé, j'avais oublié de masquer les résultats, effectivement. Donc, d'évaluer la performance, donc d'établir le calendrier. Ensuite, la politique salariale, ici, ben moi, je la rends publique ou non, c'est votre choix. Puis, c'est là que vous pourriez déterminer, ben, on a des classes, donc il y a un minimum, il y a un maximum, on t'a embauché dans telle classe, et puis tu pourrais savoir justement, si tu changes de position, tu pourrais être dans quelle position après. Tu pourrais t'attendre à quel salaire minimum, quel salaire maximum, quel salaire moyen. Vous pourriez également établir dans votre guide de l'employé une prime d'expérience, donc à chaque année d'expérience ou d'expérience externe que vous pouvez reconnaître aussi. Donc, idéalement, vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui étaient au webinaire d'Aurélie le mois dernier, mais on a discuté de politique salariale. Ça peut être inclus en partie dans votre guide de l'employé, mais idéalement, ça sera aussi un annexe qui pourra servir là, puis de présentation à vos employés. Ensuite, on parle d'assurance collective.
vos employés, c'est vous qui déterminez un peu les règles d'admissibilité, hein, les statuts. Après combien de mois de service ils sont admissibles à être sur votre plan d'assurance collective. Euh, Quelles sont les protections qui sont offertes aussi. Vous pouvez faire un petit résumé, dans le fond, de ce que votre assureur vous envoie comme guide. Par exemple, ben, est-ce que j'ai de l'assurance médicaments? Si oui, ça couvre à combien? Est-ce qu'il y a une assurance vie? Si oui, c'est une fois le salaire. Est-ce qu'il y a de l'invalidité courte durée? Il y a de l'invalidité longue durée? Est-ce qu'il y a une assurance voyage? Y a-t-il des soins dentaires? Vous pouvez en faire un petit paragraphe résumé, dire après 6 mois d'embauche, vous pourriez vous attendre à recevoir un document d'adhésion à nos assurances collectives. Donc, vous pourriez aussi publiciser à quel pourcentage vous cotisez dans cette assurance collective-là. Puis, les coûts moyens, par exemple, pour un plan individuel, un plan familial, un plan couple. Donc, ça pourrait rester dans un autre document, mais vous pourriez quand même partager certaines informations dans votre guide de l'employé. Donc, sachez que si vous le connaissez, hein, vous faites affaire avec Sage Assurance et Rente Collective. Si vous avez des besoins spécifiques en assurance là-dessus, il n'y a aucun souci, ils vont pouvoir vous appuyer. Même chose pour la retraite. Si vous avez un régime de retraite en bonne et due forme dans votre organisation, vous devriez en parler dans votre guide de l'employé. C'est un REER, est-ce que c'est un RVAR, c'est un RPDB, c'est quoi le fonctionnement, combien je peux cotiser, à partir de quand je peux cotiser. C'est toutes des questions que vous allez avoir hein, par vos nouveaux employés. Donc, idéalement, mettez-le dans votre guide de l'employé. Justement, si je cotise, prenons l'exemple du RPDB, je cotise pendant 2 ans pour avoir accès aux sommes de l'employé puis de l'employeur. C'est sûr que si on lit le contrat de retraite, on va comprendre ces éléments-là, mais faites-en un résumé, s'il vous plaît, pour vos employés, pour justement qu'ils soient au courant des règles du jeu, que ce soit au niveau des assurances collectives ou de la retraite. Comme je l'ai dit, on ne passera pas nécessairement beaucoup de temps sur ça aujourd'hui parce qu'on va faire un webinaire le 24 janvier prochain. Vous recevrez les invitations spécifiquement sur les changements aux normes du travail si ça vous intéresse. Bon, il y a des changements qui sont effectifs depuis le 12 juin, puis il y en a d'autres qui seront effectifs au 1er janvier 2019. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra effectivement modifier, moduler notre guide de l'employé pour se conformer à ces nouvelles règles-là. Donc, par exemple, là, je vous ai mis 5 changements. Là, ce petit pictogramme est intéressant, l'image, mais bon, les semaines de vacances, l'admissibilité passe à 3 ans au lieu de 5 ans pour une 3e semaine de vacances. Donc, il faudra l'adapter dans notre guide. Je vous parlais tantôt de la politique de prévention d'harcèlement psychologique qui doit être inscrite. Donc, ça, c'est depuis le 12 juin qu'on en parle. Puis là, ça va rentrer en vigueur. Les congés de maladie, il y en a 2 maintenant qui sont rémunérés sur les 10 qui étaient déjà existants. Il y a des congés maladie qui sont payés en supplément en cas de deuil. Donc, tout ça, là, tous ces changements-là, on va en discuter si ça vous intéresse dans un prochain webinaire. Mais tout ça, pourquoi je le positionne aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des changements et puis il faut revoir les conditions. Fait, ça, c'est des diapos, que vous allez voir dans la prochaine présentation si vous êtes là. C'est un petit teaser, mais qu'est-ce qui change au 12 juin? Qu'est-ce qui change au 1er janvier? Soyez sans crainte, là, si vous revenez, si vous pouvez pas être là le 24 janvier, vous pouvez toujours revoir cette présentation-là, puis vous pourrez retourner sur ces diapos spécifiquement. Je vais vous les laisser quelques instants. Mais sachez qu'il y a une chaîne YouTube hein, de Sage RH qui permet d'aller revisiter chacun de nos webinaires et vous pouvez arrêter au moment que vous voulez dans ces formations-là, puis réécouter au final ce qui a été dit. Donc, ça, c'est les changements qui sont apportés. Donc, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Mais si ça vous intéresse, on sera là pour vous supporter. Congé à absence, donc aucune loi présentement, là, puis ça va changer,
mais aucune loi vous oblige à offrir des congés de maladie. Donc, ça aussi, ça va être important dans votre guide de l'employé de statuer, est-ce que je donne des congés maladie? Oui, non, combien? Et c'est quoi le fonctionnement? Est-ce que je les cumule dès l'embauche? Est-ce que je les cumule après la première année d'emploi complète? Est-ce que dès que je suis embauché, j'en ai dans ma banque? Et ça, c'est des éléments qui doivent faire partie de votre politique, de votre guide de l'employé. Euh, Est-ce que vous acceptez le fait, par exemple, que les employés soient en congé maladie pour des raisons personnelles ou avec quelqu'un d'autre? Donc, ça, pour les enfants, pour les conjoints, puis etc., ou si c'est juste pour cette personne-là. Vous avez également le droit, on va le voir un peu plus tard, d'exiger un billet médical pour chacune des absences, c'est votre droit de gérance. Euh, Également, bon, s'il n'y a pas d'invalidité courte durée qui est prévue dans votre organisation, ben, il pourrait être prévu là, dans votre politique que les employés devraient avoir une mécanique pour aller vers l'assurance emploi qui est prévue au fédéral pour les 15 premières semaines de salaire. Donc, ça aussi, vous pourriez l'indiquer dans votre guide de l'employé. Ben, nous, ici, on a quelques congés maladie, par exemple, payés, mais on n'a pas d'invalidité courte durée. Dans le cas échéant, il faudrait vous référer à l'assurance maladie du fédéral, des choses comme ça. Fait que ça va rassurer l'employé de savoir oui, ça existe, non, ça n'existe pas, puis c'est quoi mes recours. Ensuite, cette partie, ça, c'est tous les congés qui sont prévus dans les normes du travail. Donc, le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental, les congés en cas de décès, les congés en cas de demande de réserve par les forces de l'armée canadienne. Euh, Tout ça, euh, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas copier-coller ce qui est écrit dans les normes puis de le mettre dans votre guide de l'employé. Mais c'est plutôt, si vous êtes plus généreux qu'eux, ben, c'est d'en parler. Sinon, vous dites, ben, nous, dans toutes les absences de plus de séjour, par exemple, référez-vous aux normes du travail, c'est ce qui s'applique. Parce que ça devient lourd là, d'inscrire toutes les possibilités qui existent en cas d'absence. C'est pourquoi je vous propose plutôt de vous référer aux normes, qui est très bien fait. Puis si jamais vous offrez davantage ou vous offrez pas tout à fait ce que la loi prévoit en termes de congés de maternité, de paternité et autres, ben vous pourriez par exemple l'inscrire. Il y a des employeurs qui vont dire ben moi je paye une partie du congé de maternité de mon employé. Euh, je vais je vais revenir à la question de Mme Tanguay dans quelques instants. Euh, Non couvert, donc ben, c'est ça vous dire aussi, peut-être, ben non, effectivement, chez nous, le déménagement, ton anniversaire ou ton divorce, on ne donne pas un congé de maladie pour ça. Vous pouvez effectivement mettre les règles du jeu là-dessus. Donc, c'est votre droit d'exiger une justification médicale en tout temps. C'est pas inscrit dans la loi, là, comme il n'y a pas d'indication contraire à ça. Faut se servir de son bon jugement. Au final, ce que je dis toujours, c'est que si vous avez un employé qui a 2 ans de service, puis ça fait 2 ans chez vous qu'il n'a jamais pris un congé, puis un jeudi matin, il vous appelle, puis il dit qu'il a la gastro, puis c'est écrit dans votre guide de l'employé que vous pouvez demander en tout temps une justification médicale, ben, peut-être que votre droit, vous allez vous dire, ben non, je demanderai pas à mon travailleur, à ma travailleuse d'aller chez le médecin pour ça, je le comprends. Par contre, moi, je l'écrirai en tout temps pour éviter les abus justement de la personne ou de l'employé qui est toujours malade le vendredi après-midi ou le vendredi pratiquement tous les mois. Et puis là, quand il y a de l'abus comme ça, ben, au moins vous aurez inscrit dans vos politiques que vous êtes en droit d'exiger une justification médicale. Vous avez également le droit de dire ben, que vous voulez être averti à tant d'heures avant le début du quart de travail. Là, je donne un exemple. Là, mettons, on commence à 8 heures, on doit avoir reçu un courriel ou on doit avoir reçu un appel, parler avec un superviseur ou un gestionnaire 3 heures avant le début du quart de travail pour être au courant de l'absence. Donc,
si vous avez le droit de mettre des mécaniques comme ça pour vous protéger. Imaginez si votre gérant, il vous dit 5 minutes avant l'ouverture de la succursale qu'il ne sera pas là, ben, ça vous met dans le trouble. C'est pour ça que c'est votre droit de gérance d'établir des règles là, comme ça de bonne conduite. Sinon, ça pourrait être une absence injustifiée et des absences qui sont trop fréquentes, là, ça pourrait devenir un accommodement déraisonnable. Donc, c'est un peu ça que je vous propose, là, c'est justement de mettre la règle un peu plus sévère, puis de l'appliquer si ça vous dit, puis de voir avec qui. Euh, Sinon, vous pouvez garder une fermeté aussi là, complète là, pour tout le monde, justement pour éviter des cas d'iniquité. Euh, c'est votre droit aussi d'exiger, puis vous pouvez l'inscrire là, dans votre guide de l'employé, mais si par exemple l'employé est en invalidité courte durée ou longue durée, ben, de garder contact avec son employeur, de le mettre au courant sur une base régulière, dans des délais raisonnables. Vous le savez, je l'entends souvent, là, des gens en invalidité, ils n'ont pas les suivis médicaux de leur employé, ils ont des billets ouverts là, à absence indéterminée ou à durée indéterminée. Vous avez le droit là, de garder contact avec vos employés. C'est de leur responsabilité de vous tenir au courant. Concernant les pauses, ben, c'est intéressant de parler des pauses aussi dans votre guide de l'employé. Sachez qu'il n'y a aucune loi qui oblige l'employeur à offrir des pauses. Le 15 minutes du matin puis le 15 minutes de l'après-midi, c'est pas écrit dans la loi, ça. C'est un historique syndical, tout simplement. Chez vous, là, si vous décidez d'en donner plus, il n'y a pas de souci. Si vous décidez de ne pas en donner, c'est votre droit aussi. Sachez par contre que ne pas donner de pause, c'est contre-productif. C'est démontré que ça fait du bien de changer d'air de temps en temps. Faut bien comprendre que je ne parle pas ici des heures de repas. Les heures de repas, eux, sont inscrits dans la loi. Après 5 heures de travail, c'est 30 minutes non payées. Si la personne doit rester sur place, vous devez payer ces moments de dîner-là. Si vous offrez des pauses, vous devez les payer également. C'est ce que la loi dit. Donc, globalement, vous devriez écrire les règles du jeu là, en matière de pause, à quel moment, pour quelle durée, est-ce qu'ils sont payés, non payés, si vous travaillez 12 heures, est-ce que vous avez 1 heure pour manger, vous pouvez donner plus de temps, moins de temps, tout ça, ça devrait être aussi inscrit. Comme ça, c'est très clair, il n'y a pas de questions, puis tout le monde respecte vos règles. Vous pouvez également écrire soit dans votre contrat de travail, mais je vous proposerais de l'écrire aussi dans votre guide de l'employé que la semaine normale est de 40 heures, puis qu'au-delà de cette limite-là, bon, ben, il y a des mécaniques qui peuvent exister. Soit qu'on paye à taux majoré à 150%, temps et demi en bon québécois, ou on peut cumuler dans une banque. Et là, l'histoire des banques, ça aussi, ça devrait être inscrit à quelque part, idéalement dans votre guide de l'employé ou dans des annexes de politique. Dire, ben, il y a une banque de congé maladie, elle s'accumule comment? Je peux l'épuiser? Est-ce qu'elle est transférable d'une année à l'autre? Est-ce qu'elle est monnayable? Est-ce que je peux donc demander de l'argent? Est-ce qu'il y a des maximums à la banque? Donc, après 20 heures, je ne peux plus en mettre dedans et les payer automatiques. C'est tous des éléments qui devraient apparaître dans votre guide. Comme ça, vous allez vous éviter beaucoup de questions. Les vacances, même chose. Donc, est-ce que c'est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Si oui, à quel moment je peux cumuler une 3e semaine? Après combien d'années de service je peux cumuler une 3e semaine? Après combien d'années de service je peux cumuler une 4e, une 5e, une 6e, une 10e, peu importe. Est-ce que les indemnités de vacances suivent le nombre de semaines que j'ai aussi? Ça serait votre droit de faire une distinction. Est-ce que je cumule, dans quelle période de référence ou dans quelle année de référence je cumule mes vacances? Si vous n'en écrivez pas une, c'est la loi qui s'applique du 1er mai au 30 avril, mais vous pourriez changer cette année de référence-là. Si c'est le cas, il faut l'inscrire. Est-ce que justement mes vacances sont transférables d'une année à l'autre? Est-ce qu'elles sont monnayables? Donc, est-ce que je peux dire, bon, les 2 premières semaines, vous êtes obligé par la loi de les donner, puis l'employé est obligé de les prendre, mais la 3e, la 4e, la 5e, elle pourrait être monnayable si l'employé le désire. Est-ce qu'elles sont obligatoires?
Je viens de le dire, oui, les 2 semaines, mais est-ce que vous obligeriez vos employés à prendre 3 semaines, 4 semaines de vacances? Est-ce que vous permettez que 1 semaine, 2 semaines consécutives, 3 semaines consécutives, 4 semaines consécutives? Peut-être vous pourriez déterminer des minimums, des maximums comme ça. Euh, Est-ce que les temps pleins, les temps partiels, les temporaires ont le droit de prendre les vacances au même moment ou un statut va venir couvrir les vacances de l'autre? Vous pourriez, comme ici, je vous donne un exemple, là, vous pourriez même créer un calendrier, là, ici avec des petites couleurs, là, puis vous pourriez le mettre dans le guide de l'employé. Dire, ben, janvier, février, mars, avril, tous les mois sont en haut. Les mois en vert sont les mois où on est enclin à approuver des vacances pratiquement automatiques, considérant notre cycle d'affaires. En jaune, ben, ça sera à négocier, à discuter. Alors qu'en rouge, là, c'est complètement inopportun de le demander, même ça sera refusé. Donc encore là, vous évitez beaucoup de discussions. Euh, un employé vient vous voir, dit hey, je veux des vacances en décembre, ben vous sortez le guide de l'employé, vous dites écoute, regarde ici, on a un calendrier. Décembre, c'est le seul mois rouge. Donc, on n'accepte aucune vacance à personne. Donc, c'est facile, c'est très équitable, puis la personne va se dire ah ouais, c'est vrai, je l'avais lu ou oh, j'aurais peut-être dû vérifier, etc. Euh, Concernant les jours fériés, également, vous devriez en faire une liste. À chaque année, bon, il y a quelques jours que c'est toujours le même moment dans l'année, d'autres que non. Donc, il faut, par exemple, est-ce que vous donnez le vendredi de Pâques ou le lundi, le vendredi saint, pardon, ou le lundi de Pâques? Donc, ça pourrait changer d'une année à l'autre. Donc, ce serait une révision de votre guide. Euh, Est-ce que les gens qui travaillent cette journée-là vont avoir l'indemnité, ils vont avoir le congé compensatoire ou les deux? Vous pouvez payer à temps et demi, vous pouvez payer à temps double, temps et demi, c'est vous qui décidez. Le minimum, il dit quoi? C'est temps et demi, puis congé compensatoire. Mais au final, c'est vous qui un peu devez déterminer la règle qui vous plaît là-dedans, puis celle qui fait le plus de sens avec vos affaires, tout en respectant la loi. Sachez que les employés aussi peuvent prendre un congé compensatoire 3 semaines avant, 3 semaines après le férié, sauf pour la fête nationale. Fait que ça aussi, ça peut être un élément à partager. Puis sachez aussi qu'un employé qui s'absente le jour avant ou le jour après un férié, vous pourriez décider de ne pas payer la compensation du férié. Fait que tout ça, c'est écrit dans la loi, puis peut-être que ça peut vous intéresser aussi d'en parler dans votre guide de l'employé. Vous pouvez parler essentiellement aussi dans votre guide sur la rémunération. Donc, il y a des hausses de salaire minimum qui sont prévues. Il y a des hausses de salaire tout simplement. Vous pouvez vous engager dans votre guide. Je vous le conseille pas, mais vous pourriez le faire. De dire, nous, à chaque année, on s'engage à donner au moins l'indexation ou le coût de la vie. Et le reste, c'est par votre évaluation de performance. Vous pouvez C'est votre droit de gérance, là, dans le fond, de faire ce que vous voulez avec les salaires. Il n'y a rien qui vous oblige d'augmenter les salaires en autant que vous êtes au-delà du salaire minimum. Vous avez le droit de les geler, vous avez le droit de ne pas les augmenter, vous avez le droit de d'en donner plus que les moyennes. Donc, c'est vous qui déterminez. Sachez que euh, dans quelques semaines, habituellement, c'est dans les premières semaines de janvier, la ministre du Travail ou le ministre du Travail vient stipuler ou vient confirmer quelle sera l'augmentation salariale pour le mois de mai suivant. Donc, vous pourriez vous attendre justement très bientôt à être au courant de cette ce nouveau changement-là. Paye, horaire, conditions. Donc, qu'est-ce que je fais avec les uniformes? Est-ce qu'ils sont payés, non payés? Est-ce qu'ils sont fournis, non fournis? Euh, est-ce que je t'exige des pantalons noirs pour ton corps de travail? S'ils sont troués, là-dedans, on va en parler un petit peu plus tard du code vestimentaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau des heures supplémentaires? Quelle est la politique de partage des pourboires dans notre entreprise, si c'est le cas? Euh,
quelles sont les sommes qui vont être retenues sur ma paye, puis pourquoi je le fais. Donc, si par exemple vous dites, nous, on garde 1 $ par paye pour le comité social, ça serait intéressant que ce soit inscrit dans le guide de l'employé aussi. Sachez qu'on a des assurances collectives aussi, vous saurez, il risque d'avoir des sommes qui vont être retenues. À quel moment je reçois ma paye? Est-ce que le dépôt est direct? Quel jour? Comment je peux avoir mon relevé de paye? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est papier? C'est aussi des questions qui devraient apparaître, ou plutôt des réponses qui devraient apparaître dans votre guide de l'employé. Je vous propose aussi un léger paragraphe sur la gradation des sanctions. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une première offense? Là, vous avez déjà vu ce tableau-là, je l'ai déjà donné dans un autre webinaire, c'est sur la gradation des sanctions puis les congédiements. Mais globalement, vous pourriez avoir une liste de comportements avec, ben, si c'est une première offense, hein, si, mettons, on va voir 17, c'est une absence sans préavis, ou 18, un retard, ben, la première offense, c'est un coaching, c'est un avertissement écrit ou verbal. La deuxième offense, ce serait un dernier avertissement écrit. Puis la troisième, ce serait une cessation d'emploi. Donc, vous pourriez être aussi précis, ou vous garder la latitude puis dire, écoute, si tu as une performance ou un rendement ou un comportement inacceptable ou insatisfaisant, voici ce qui risque d'arriver. 1, on va t'en parler. 2, tu vas avoir un avertissement verbal. 3, un avertissement écrit. 4, un dernier avertissement. 5, tu pourrais être suspendu et ou congédié. Puis là, tout dépendra de la faute. Mais ça pourrait être inscrit dans votre guide de l'employé, effectivement. Vous pourriez aussi parler des préavis de fin d'emploi. Donc, c'est important de bien discuter avec nos gens de comment ça va se passer leur intégration, mais ça pourrait être aussi pertinent de leur parler comment ça se passe si jamais tu quittes l'entreprise. Donc, en fonction des années de service continu, c'est quoi le délai qu'on s'attend comme avis que l'employeur va donner? Mais vous pouvez renverser ce tableau-là en disant, ben, si vous avez au moins 2 ans de service, ben, nous, on vous demanderait, s'il vous plaît, au moins 2 semaines de préavis avant de quitter votre emploi. Fait que, dans le fond, vous pouvez autant informer vos gens que ça, c'est les sommes auxquelles ou les préavis auxquels ils pourraient s'attendre dans un départ, mais en contrepartie, vous vous attendez à recevoir principalement le même préavis en cas de départ volontaire ou de démission. D'autres obligations qui devraient apparaître dans votre guide de l'employé. Donc, par exemple, la politique sur l'équité salariale. Donc, s'il y a plus de 10 employés dans votre organisation, ben, vous pouvez mettre au courant que vous êtes assujetti à la loi sur l'équité salariale, que vous avez fait l'exercice qui vous en assurez le maintien. Donc, ça peut être un petit paragraphe que vous ajoutez. La loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, comment on déclare un accident à l'interne? Est-ce que j'ai un secouriste en milieu de travail? Et où la liste? Ils sont où les trousses d'urgence? C'est quoi les plans d'évacuation? Ça peut faire partie aussi de votre guide de l'employé. Ces éléments-là, j'en ai parlé. Vous pourriez également placer dans votre guide de l'employé une politique sur la gestion des réseaux sociaux. Donc, dire à votre employé que c'est de matière publique, les murs. Hein, les tribunaux ont tranché. C'est de matière publique, les murs Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Et que vous êtes susceptible de surveiller le contenu. Vous auriez le droit de le faire, en tout cas. Et si jamais il y a des employés qui dépassent les bornes, ben, vous pourriez intervenir. Encore davantage si c'est avec du matériel informatique de l'entreprise. L'autre élément que je vous disais, c'est qu'il faut mettre maintenant en vigueur une politique de prévention sur le harcèlement psychologique. Si vous allez sur le site de la commission, vous allez avoir déjà préparé une politique générique que vous pouvez utiliser. Globalement, c'est s'il y a du harcèlement psychologique, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mécaniques qui sont mises en place? C'est surtout ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Donc, on peut vous accompagner, bien entendu, dans la rédaction, 1, du guide, puis 2, de ces politiques-là plus spécifiques. Sinon, vous pouvez toujours être en mesure de trouver ces informations-là très génériques. Par contre, ben, ils peuvent vous être utiles pour faire la base. Même chose avec maintenant d'autres éléments qui peuvent apparaître dans votre guide dans l'employé. Le code vestimentaire, vous auriez le droit de parler
la longueur des jupes, est-ce qu'on accepte les bretelles spaghetti, est-ce qu'on accepte les jeans ou non, c'est quoi qu'on s'entend entre les relations entre les employés. Une clause de confidentialité, habituellement, elle apparaît dans le contrat comme la clause de non-concurrence, mais on peut les répéter dans le guide de l'employé. Euh, la politique de déplacement, les per diem des repas, des éléments comme ça, soit que vous en faites une annexe, soit que ça fait partie de votre guide. Quelle est la politique interne sur l'utilisation d'Internet personnel? J'en ai parlé, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue et l'alcool? J'ai fait également un webinaire sur le cannabis au travail. Euh, donc, on avait parlé de l'établissement d'une politique sur le cannabis au travail. On peut en faire une également sur l'alcool, l'intoxication aux drogues et autres substances. Et ça aussi, ça devrait paraître dans votre guide de l'employé. Puis vous voyez là, qu'est-ce qui se passe quand on fait il y a un poste vacant, on peut l'inscrire, ça va être quoi la procédure, c'est quoi, comment on fonctionne au niveau des promotions internes. Si vous recevez des cadeaux comme employé, est-ce qu'on doit les déclarer? Est-ce qu'on doit déclarer les conflits d'intérêts? Donc ça, c'est tous des éléments qui souvent apparaissent dans les contrats, mais aussi pourraient apparaître dans le guide de l'employé. Donc, globalement, tout ça ici, c'est le contenu d'un guide. J'espère que ça vous a plu. J'ai tenté de mettre beaucoup d'exemples aussi à quoi ça peut ressembler. Comme je vous dis, tout ça, là, ça tient vraisemblablement sur une dizaine de pages. On peut être beaucoup plus précis, puis ça peut aller beaucoup plus. Mais sachez que ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple. Donc, j'ai dépassé de 3-4 minutes mon temps. Euh, je veux souhaiter de joyeuses fêtes. Je veux également vous inviter au prochain webinaire sur les changements sur les normes du travail le 24 janvier prochain. Vous allez recevoir l'invitation sous peu. Je vais rester disponible, bien entendu, pour vous appuyer. Le numéro de téléphone est ici, puis vous avez l'adresse courriel aussi, rh-décision.com. On peut vous appuyer dans l'établissement puis la création de votre guide avec grand plaisir. Donc, je vais rester disponible pour répondre à vos questions, puis en vous souhaitant une excellente journée. Merci. Donc, j'ai une question. Pour les entreprises avec des bureaux et une usine, par exemple, recommandez-vous 2 guides d'employés différents? Des fois, des règles sont différentes d'un type à l'autre. Euh, ça peut être une bonne pratique. J'ai déjà vu ça. C'est pas, c'est un double travail. Idéalement, il n'y aurait pas de double standard non plus, mais sinon, on peut facilement faire le même guide pour les deux, puis de faire un tableau. Gauche, c'est les bureaux, droite, c'est l'usine. Mais j'avoue qu'avec toutes les considérations santé-sécurité qu'une usine a, ça peut peut-être rendre le guide de l'employé un peu lourd pour les gens de bureau. Fait que, malheureusement, j'ai pas une bonne réponse là, parfaite, là, mais moi, mon réflexe, ça serait plutôt euh, de créer un seul guide avec une distinction entre les deux. Puis les gens, s'ils voient que ça les concerne pas, ben, ils peuvent passer à la page suivante, là. Donc, tous ceux qui me posent la question, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, le PDF ou de cette formation-là ou de recevoir un certificat d'attestation, je vais vous demander d'écrire à RH commercial sagedecision.com. On va répondre à toutes vos demandes. Donc, on va vous générer une attestation personnalisée et on va vous faire suivre également, si vous le voulez, le PDF de cette présentation-là. Et sachez aussi que la présentation se retrouvera dans quelques minutes, là, disons quelques heures, là, mais en fin d'après-midi, juste le temps de la convertir en vidéo. Elle sera sur la chaîne YouTube là, de Sage RH. C'est très simple, là. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Sage RH en un mot, puis vous allez avoir tous les webinaires depuis le début, ce qui se retrouve là. Tu, tu, tu.
Encore là, on me pose la question, est-ce que c'est bien d'avoir deux guides, un pour les cadres et un pour l'autre? Je vous dirais que globalement, moi, je ferais un guide pour tout le monde, qui s'applique à tout le monde, et que je créerais peut-être des annexes supplémentaires qui s'adressent exclusivement aux cadres. Tout ça pourquoi? C'est pour pas démontrer. J'ai comme l'impression que c'est ma perception, là, mais ça enverrait le message que il y a, il y a deux livres, deux règles du jeu différents pour les cadres et pour les employés. Fait que déjà que souvent, c'est déjà une problématique, là, ce clivage-là entre les deux groupes. Moi, j'éviterais justement de publiciser qu'il y a un guide pour les employés, un guide pour les cadres. J'en ferais un pour tout le monde. Toutes les mêmes règles s'adressent pour peu importe qui on est dans l'organisation. Puis de l'autre côté, ben, j'aurais peut-être des annexes là, très spécifiques qui s'adressent exclusivement aux cadres. J'ai comme l'impression que ça enverrait un meilleur message. Devrions-nous mettre l'ensemble de nos politiques dans un guide seulement ou un résumé des politiques dans le guide? C'est une autre bonne question. Euh, Moi, le guide de l'employé que je crée, par exemple, quand je réfère à une autre politique, je vais vous donner un exemple très concret. Je parle des déplacements en milieu de travail ou des déplacements chez la clientèle. Dans le guide de l'employé, je vais dire, sachez qu'il existe une politique sur les déplacements et les per diem. Veuillez vous référer à la politique. Et là, je fais un lien qui est cliquable, soit dans le PDF, ou je fais un lien vers une autre politique, tout simplement. Fait que, effectivement, je ne rentre pas dans les détails spécifiques, mais je vais référer à une politique qui est plus complète. À certains égards, il faut en parler en détail, comme les politiques de vacances, elles devraient apparaître dans le guide de l'employé parce qu'elles ne changera pas à tous les jours, là. Elle devrait être complète, tandis que les per diem de repas ou les kilométrages ou ces choses-là, ça va changer tellement souvent que moi, je le mettrais dans une politique à part, puis je dirais dans le guide de l'employé, ben, référez-vous à cette politique-là. On me pose la question, est-ce qu'on devrait demeurer formel dans le guide ou on peut personnaliser le guide à notre culture organisationnelle? Effectivement, un guide standard, là, c'est entre vous et moi, là, ça peut être lourd et long à lire. Euh, c'est super intéressant de l'adapter à sa culture, mettre des images. Euh, le vouvoiement là, dans le guide de l'employé, je l'ai vu, mais j'ai vu aussi le tutoiement qui, on dirait, donne un peu plus de rapprochement. Euh, je ne sais pas si vous êtes une entreprise de Québec, mais allez voir Mirego, l'entreprise Mirego, sur leur site web, ils parlent de leur Culture Book. Je pense que c'est un des plus beaux modèles que j'ai vu. Euh, vous pouvez même commander ce livre-là si vous voulez, là, si vous en faites la demande. Puis vous allez voir à quoi ça ressemble un guide de l'employé 2025. Ça va vous donner un exemple assez intéressant. C'est pas pour tout le monde ce genre de guide-là, mais si vous voulez voir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je pense que c'est un très beau modèle. Euh, Idéalement, moi, ce serait un équilibre entre pas trop de formalités, mais quelque chose qui se lit bien et qui est intéressant à lire. C'est Mirego, Mirego, une compagnie de Québec qui est juste sur le bord de Charest. Là, ils font des applications web. Euh, Si vous connaissez l'ancien bar, le Palladium là, à Québec, là, c'est là qu'ils sont. Effectivement, je mettrais une date sur le manuel. Je dirais c'est le guide de l'employé 2018-2019. Et idéalement, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais c'est un bon point. La dernière page du guide devrait être une page de consentement de lecture ou de confirmation de lecture. Donc, dans les faits, la personne lit le guide, l'employé lit le guide au complet,
détache la dernière page, signe, puis c'est cette page-là que nous, comme employeurs, on garde au dossier. Comme ça fait foi que l'employé a pris connaissance de tous les documents. Comme ça, quand on dit ben écoute, tu le savais, c'était écrit dans le guide, ben ça nous permet justement d'être backé, là, d'avoir une certaine protection. Puis effectivement, à chaque fois que vous le révisez, ce guide-là, ben moi je le changerai, là. Version 1, version 2019, version 2020. Puis la bonne pratique serait de chaque année, quand il y a eu des changements, de renvoyer le guide à tout le monde et de demander à tous de resigner la page de consentement là-dedans. Puis de garder cette page-là année après année dans vos dossiers. Oui, j'en ai une. Écrivez-moi à rh@sagedecision.com, puis je vais vous faire parvenir la dernière page de consentement. Ça va me faire plaisir. Alors, midi, je vous laisse. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, vous avez l'adresse, vous avez le numéro de téléphone également si quelque chose vous vient en tête. Donc, avec grand plaisir. Au revoir.